Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartech. En ce 1er avril, je vous propose de faire un focus sur les deepfakes qui se multiplient pour notre plus grand amusement pour l'instant. Et cela grâce notamment à des applications mobiles qui en facilitent énormément la réalisation. Alors Jérôme Bouteiller, déjà installé à mes côtés, nous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ces nouvelles apps qui popularisent les deepfakes. Et je dois dire qu'il nous a préparé quelques images exclusives. Et alors bien évidemment, pour revenir à des choses très sérieuses, ces deepfakes, la désinformation pose régulièrement et de manière très récurrente et pressante la question de la responsabilité des réseaux sociaux. On en parle régulièrement aussi dans Smartech. Là, on va s'intéresser à la censure. Est-ce que finalement, c'est aux plateformes, au Facebook, au Twitter de décider ce qui doit passer ou pas sur leur réseau? On en débattra avec des spécialistes de la régulation. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde du libre et une actualité majeure dans le développement de l'intelligence artificielle open source. On conclura par l'innovation du jour. Elle va permettre d'écouter les muscles en pleine activité. Mais d'abord, donc, place au mobile business. Alors c'est l'heure de notre chronique Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, qui pour ce 1er jour d'avril ne nous fera pas de canular. Mais il a quand même décidé de nous parler des deepfakes. Ce sont des trucages numériques qu'on peut désormais réaliser avec son smartphone. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine, alors effectivement nous sommes le 1er avril et depuis plusieurs siècles cette journée est associée au poisson d'avril que les enfants s'accrochent dans le dos pour faire des blagues à leurs proches, mais on trouve aussi des poissons d'avril dans les grands médias jusqu'à présent très sérieux et qui profitent de cette journée aussi pour surprendre leurs spectateurs. Et certains de ces canulars effectivement reposent sur des technologies numériques et certains simulent des visages de personnalités, on appelle ça des deepfakes, et vous avez peut-être vu ces derniers mois des vraies fausses interviews de présidents américains comme Barack Obama ou Donald Trump, ou plus récemment aussi une vidéo très saisissante d'un vrai faux Tom Cruise, plus vrai que nature. Et là, ce qui change, c'est qu'on peut désormais les produire depuis son smartphone. Alors effectivement, il faut bien avoir conscience que jusqu'à présent, c'était des technologies qui étaient très très gourmandes en puissance de calcul, et c'était que les grands studios hollywoodiens ou des grandes chaînes de télévision qui pouvaient s'offrir ce type de trucage. Mais avec le cloud, avec les smartphones, effectivement, cette technologie de trucage numérique s'est considérablement démocratisée ces dernières années. Et aujourd'hui, n'importe qui peut réaliser en fait un deepfake en quelques minutes. Il suffit généralement de récupérer une photo et de vous, de la personne que vous souhaitez piéger. Puis effectivement, en quelques minutes, vous allez générer une vidéo simulant donc un vrai faux visage. On peut voir quelques exemples ? Et alors oui, je ne sais pas si en régie on va voir quelques exemples, mais vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai tourné quelques scènes avec Leonardo DiCaprio dans le film Titanic. Ah, magnifique. Avant d'avoir été injustement remplacé par Kate Winslet. J'ai également retrouvé des extraits de vous dans le 5e élément de Luc Besson, et je ne comprends pas pourquoi Mila Jovovich a eu le rôle à votre place. Et dernier scoop, rappelons qu'avant de faire la télévision, Stéphane Soumier, le fondateur de Bismarck, a joué dans plusieurs films d'action et qu'il faisait la doublure de Sylvester Stallone. Mais c'est extraordinaire d'avoir retrouvé ces images exclusives, Jérôme. Vraiment, félicitations. Je dois quand même préciser, pour redresser les choses, remettre les choses à leur place, que c'est moi qui ai refusé ce rôle dans le 5e élément. Bon, alors comment on les génère, ces deepfakes, Jérôme ? C'est très simple. Il suffit de chercher deepfake sur un App Store et vous allez avoir plusieurs applications qui vous seront proposées, comme FaceSwap, Zao ou Reface que j'ai utilisé. Et en quelques minutes, vous allez pouvoir générer un faux clip, une fausse bande-annonce et piéger vos amis sur les réseaux sociaux. Alors, ces applications sont bien souvent payantes. On parle de quelques dizaines d'euros par an, quelques euros pour une semaine. Et c'est largement suffisant pour s'amuser et faire rire ses amis pendant quelques jours, notamment pour le 1er avril. À noter que ces éditeurs sont très souvent basés en Chine, ce qui peut poser quelques interrogations aux utilisateurs en matière de gestion des données personnelles et surtout de ces images modifiées. Alors ces deepfakes, effectivement, c'est quelque chose dont il va falloir se méfier. Oui, jusqu'à présent, ces trucages, on les voyait que au cinéma ou éventuellement en couverture des magazines féminins. Effectivement, ça a tendance à se multiplier dans les flux des réseaux sociaux sous forme de filtres, sous forme de deepfake. Et aujourd'hui, on voit même des agences apparaître qui seront spécialisées dans la chasse aux deepfakes. Et elles vont avoir un rôle essentiel, notamment en période préélectorale, pour identifier des vraies fausses vidéos qui chercheraient à discréditer un candidat. On voit même également une évolution de la législation, notamment en Chine ou désormais en Europe. On va demander effectivement de préciser
détecter quand une image a été modifiée, a été transformée pour ne pas tromper les spectateurs. Ce qui est certain, c'est que ces fausses images, ces fausses vidéos, ces deepfakes vont désormais faire partie de notre nouvelle réalité. Et on en parlera dans le débat à suivre du problème de la désinformation et de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a pris une ampleur considérable et c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. On va enchaîner avec d'autres news du monde mobile. On a Xiaomi qui a dévoilé une phablette. Oui, le constructeur Xiaomi, désormais numéro 4 mondial sur le segment des smartphones, vient de dévoiler le Mi Mix Fold, un appareil mi-smartphone, mi-tablette, doté d'un écran pliant. Alors, il reprend le form factor du Samsung Galaxy Z Fold 2, mais il se distingue par 3 éléments. Le premier, c'est un écran gigantesque, un 8 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini. Le second, c'est qu'il a un mode PC avec un système multi-fenêtre, donc on pourra travailler avec. Et puis enfin, un tarif d'environ 1 300 €, alors que ses concurrents sont à peu près à 2 000 €, donc c'est nettement moins cher. Un investissement conséquent, mais un appareil qui est susceptible de remplacer notre smartphone, notre tablette et peut-être même notre ordinateur. Autre actus sur les bons chiffres de Google et Facebook en matière de pub mobile. Oui, c'est le classement annuel réalisé par AppsFlyer. C'est un spécialiste de l'attribution mobile qui analyse la qualité du trafic publicitaire. Et il a publié la 12e édition de son rapport basé sur 580 sources médias, 29 milliards d'installations, 16 000 applications. Et il nous dit que Google reste numéro 1 avec une note globale qui monte de 68 à 69, quand celle de Facebook recule légèrement de 69 à 64. Alors l'explication, c'est que Android, l'OS de Google, continue de se développer, ce qui permet à Google de rester largement numéro 1 sur ce segment de la publicité. Et Facebook, de son côté, a eu quelques difficultés, notamment dans l'environnement iOS. Donc voilà, le classement mondial des réseaux publicitaires a été légèrement modifié. Et ce classement mondial va peut-être encore bouger, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'actu sur la pub mobile. Et on va en reparler ensemble, on aura un talk à ce sujet. À la une également, c'est Telegram qui lève $1 milliard. Oui, la messagerie russe Telegram, fondée par Pavel Durov, vient d'annoncer qu'elle venait d'émettre $1 milliard d'obligations en vue de refinancer sa dette et de financer sa croissance. Alors, parmi les investisseurs, il y a le fonds souverain d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Il y a également un hedge fund new-yorkais. Et puis, il y a le Russian Direct Investment Fund, le RDIF, le fonds souverain russe directement dirigé par le Kremlin. Alors, cet argent devrait permettre à Telegram d'accélérer sa stratégie de monétisation et puis de poursuivre sa croissance. Ils ont environ 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde et ils visent le cap du milliard dès 2022. Et ils profitent de l'effet Facebook, WhatsApp, j'imagine. Tout à fait, ouais. Bon, allez, pour terminer, ceci n'est pas un poisson d'avril, mais on va quand même se revoir ces vidéos où nous sommes de magnifiques acteurs de très grands films de cinéma. People lie. Come on, miss. Multipass. Jump! Push! The strongest so far. Bravo Jérôme d'avoir retrouvé ces images exclusives. Merci encore. C'est l'heure de notre talk sur la censure sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et consorts sont-ils les nouveaux censeurs? On en parle avec Bernard Benamou qui est fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et également en visio Fabienne Billa, consultante en communication et stratégie numérique, experte, membre du conseil d'administration de l'Institut Sapiens. Alors je vais d'abord commencer en plateau avec vous Bernard. Vous êtes un expert de l'Internet et de la régulation internationale. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ces plateformes sociales ont imposé leur propre modèle de régulation? En un sens, oui. C'est-à-dire que le plus représentatif de ça, c'est Facebook, par exemple, qui a créé sa propre Cour suprême pour justement gérer les contenus et d'une certaine manière court-circuiter les législations nationales. Par définition, ces plateformes sont transnationales, ça on le sait, et pour elles, être en mesure de s'affranchir des régulations de chaque État dans lequel elles ont l'occasion d'avoir une activité est essentiel pour éviter d'avoir à reformater leurs services dans chaque pays. Donc pour elles, c'est un impératif, je dirais, business, mais pour les États, et en particulier les États européens,
Cela pose parfois des questions évidentes sur le type de discours qu'elles sont amenées à censurer ou pas, qu'elles sont amenées à autoriser ou pas, et effectivement la manière qu'elles ont de joindre et d'adresser, comme on dit en anglais, leurs auditoires avec effectivement ce qu'on appelle le micro-profilage, qui est l'une des spécificités de ces plateformes, c'est-à-dire qu'elles pratiquent une analyse extrêmement étroite, extrêmement précise des individus, et ça, à terme, puisqu'on parle de régulation, sera peut-être le champ sur lequel s'exercera la régulation dans les années à venir. Alors on y reviendra effectivement sur le problème du modèle économique de ces plateformes. Déjà, juste pour créer cette régulation mondiale au-dessus de celle des États, ça veut dire qu'il faut trouver un point commun pour chaque nation, finalement. Point commun qui n'existe pas, sauf à créer un jour un traité international sur la régulation des contenus. C'est ce que j'allais dire. Très loin. Et en tant qu'ancien négociateur, je peux vous dire que c'est... En fait, ils inventent une régulation paranationale. Non, en fait, fondamentalement, ils dérivent de la vision américaine du droit, donc du free speech, donc de la liberté d'expression telle qu'elle est protégée par le premier amendement aux États-Unis. Et partant de là, ils ont pensé qu'il pourrait, entre guillemets, fonctionner de cette manière dans l'ensemble des pays. Certains ont été bloqués net, certains services comme Facebook ne sont pas accessibles dans certains pays comme la Chine, mais fondamentalement, ils ont essayé de promouvoir, d'une certaine manière, la vision américaine du droit. Et on voit aujourd'hui que ça pose des questions évidentes, là où pour nous, Européens par exemple, le discours de haine tombe sous le coup de la loi. Et ça pose aussi des questions aux États-Unis, même en ce moment. Désormais aux États-Unis, on voit que ça a pu... Et je pense que c'est plus que la liberté d'expression, c'est justement le ciblage qu'ils ont pu effectuer qui a permis à des groupements extrémistes, QAnon pour les conspirationnistes ou autres, de se structurer et donc de pouvoir étendre leur audience sur l'ensemble des États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, même aux États-Unis, des grands industriels comme Tim Cook pour Apple disent que ce modèle économique des grandes plateformes est devenu toxique pour la démocratie. Alors, on va donner la parole à Fabienne Billat qui mène une activité de veille intense et professionnelle sur les réseaux sociaux, dans le domaine du numérique et de l'entreprise, mais vous y êtes très présente. Est-ce qu'il vous semble que ces plateformes sociales aujourd'hui sont plutôt liberticides ou au contraire libertaires ? Alors, bonjour et merci pour l'invitation. J'aimerais tout d'abord poser un petit peu le droit, même si je ne suis pas avocate et que je ne vais pas faire d'ultra-crépidarianisme, comme l'indique parfois Étienne Klein, mais il y a un droit à l'expression anglo-saxon et européen qui sont fondamentalement différents. Effectivement, Bernard le rappelait avec ce premier amendement qui interdit au Congrès d'adopter des lois qui limitent la liberté de religion et d'expression et la liberté de la presse. Donc ça conditionne effectivement complètement le droit anglo-saxon et ça diverge totalement également du droit européen. Et c'est aux plateformes d'être responsables et d'intervenir face aux mouvements et aux propos les plus contestables. Donc, les acteurs privés sont des acteurs privés, d'ailleurs, justement, américains qui ne s'autorégulent pas. Ils ne sont pas soumis par ce premier amendement. Et puis, il faut savoir aussi que le Texas, d'où émane cette proposition de loi par Greg Abbott, est un État assez particulier. C'est-à-dire, par exemple, ils ne payent pas d'impôts, ils sont assez indépendants. On se rappelle de la panne d'électricité qui les a tétanisés pendant quelques heures. On peut parler également du Kremlin. Avec Poutine, enfin le Kremlin, qui reproche aux grands réseaux sociaux étrangers leur modération des contenus politiques, évidemment, et qui avait ralenti considérablement l'activité de Twitter début mars avec les contenus qui soutenaient l'opposant Alexei Navalny. Donc, après, on y reviendra, mais je trouve qu'effectivement, on a des réseaux sociaux avec des espaces d'expression avec différents modes d'usage, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, parce que là aujourd'hui, en fait, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp qui dit ces plateformes aujourd'hui ont trop de pouvoir et font trop de contrôle finalement sur ce qu'elles diffusent, et ce sont les nouveaux censeurs. Et puis d'autres disent au contraire, elles laissent passer tout et n'importe quoi. C'est un lieu où il se passe trop de choses contre les principes de la démocratie, et donc il faut davantage d'intervention. Quelle est votre vision aujourd'hui de ces plateformes ? Est-ce que vous les voyez liberticides ou libertaires ? Je ne vais pas trancher. Donc pour vous, le problème, il n'est pas là ? Ce n'est pas la bonne question qui se pose ? Alors justement, c'est un petit peu dans les perspectives qui se mettent en place avec le DSA et le DMA, et notamment le DSA qui se met en place en Europe. Et moi, je crois
fondamentalement qu'il faut qu'on retrouve nos cadres avec nos lois. Alors, je parle de l'Europe, bien entendu, je ne peux pas parler pour les États-Unis ou pour le Kremlin, mais il me semble que ce sont des projets qui vont permettre de doter l'Union européenne d'un cadre de responsabilité. Et pour ma part, il me semble que c'est déjà en amont sur nos lois que l'on doit cadrer toute cette législation, mais sachant que c'est effectivement difficile puisque les usages numériques sont éminemment mobiles et difficiles à circonscrire, et de fait c'est difficile aussi d'établir des lois en amont. Alors là on est un petit peu en retard je trouve, mais c'est pas grave, on peut peut-être rattraper un peu le temps perdu, en tout cas en Europe, en créant un cadre législatif, mais qui soit également souple, aussi souple, peut-être pas aussi souple que le numérique, mais bref, qui permettent justement de périmétrer un petit peu nos usages en fonction de nos valeurs et de nos cultures européennes. Bernard, est-ce que c'était juste de bannir Donald Trump? Est-ce que c'était à Twitter, par exemple, de le faire, de prendre cette décision? Alors, la décision en elle-même pose un problème énorme. C'est-à-dire, s'il est possible pour une plateforme de surcroît américaine de bloquer, de censurer, de déplatformiser, c'est comme ça qu'on dit là-bas, le président des États-Unis, alors évidemment, n'importe qui peut être l'objet d'une censure préalable ou ex post, peu importe. Donc, cette décision, quelle que soit l'idée que l'on a, et pour tout vous dire, et là, sans trahir de secret, mes opinions sont exactement aux antipodes de celles de Donald Trump, mais le fait qu'une plateforme ait ce pouvoir, ou que des plateformes, puisqu'il y a eu YouTube, il y a eu effectivement Facebook, toutes les plateformes voilà, ont déplatformisé, au point qu'il envisage désormais de créer son propre réseau social, après avoir indiqué à ses supporters d'aller sur Parler ou Gab. Maintenant, il veut créer, soi-disant, son propre réseau social. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'il considère que le pouvoir, en fait, est entre les mains du réseau. Absolument. Mais de fait, aujourd'hui, ce en quoi ces décisions de déplatformisation sont dangereuses, c'est qu'elles montrent qu'il y a un pouvoir qui est sans partage. Et donc, qu'elles aient été applaudies par des démocrates qui disaient oui, c'est une bonne chose, parce qu'il appelait à l'insurrection, etc., ça montre surtout que le droit américain prouve sa limite, dans la mesure où, effectivement, le premier amendement, qui a toujours refusé de pouvoir censurer des propos de haine, se retrouve face à un risque démocratique majeur. C'est-à-dire que les États-Unis disaient la base de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. Or, aujourd'hui, ils se rendent compte que cette liberté d'expression, mal gérée par des plateformes avec des intérêts qui sont évidemment pas du tout convergents avec celui de la démocratie parfois, peuvent mener à des dangers, et c'est aussi vrai en Europe, et c'est pour ça, effectivement, que la régulation, tout à l'heure, Fabienne Bia évoquait les 2 régulations majeures qui sont introduites par la Commission européenne. Digital Service Act. Et Digital Market Act. Et il y en a une troisième que je recommande à tous vos auditeurs, qui est très importante pour la régulation dans ces secteurs, c'est le DGA, Data Governance Act, qui va justement gérer la manière dont les acteurs collectent, rassemblent et traitent les données des usagers. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai progrès, une vraie progression à avoir par rapport justement à cette opacité dans laquelle on traite les données, parce que je crois que plus que le freedom of speech, qui est le terme donc consacré sur la liberté d'expression, c'est le freedom of reach, c'est-à-dire le droit d'accès et d'amplification par les plateformes qui devra être régulé, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un propos haineux, d'appel au meurtre ou un propos effectivement discriminatoire puisse obtenir une audience de plusieurs centaines de millions, voire parfois milliards d'individus, sans que cela pose question. Et je pense que c'est ce freedom of reach, donc en gros la régulation algorithmique de ces plateformes et le traitement des données des utilisateurs à des fins de ciblage, donc ce dont on parlait tout à l'heure, le micro-profilage, le micro-targeting en anglais, qui devra faire l'objet, et il est déjà condamné aux États-Unis par des ONG de défense des droits de l'homme, mais y compris par un patron, et pas n'importe lequel, Tim Cook, patron d'Apple, qui considère que ce micro-targeting, sans citer Facebook, mais c'était évidemment Facebook qu'il visait, est devenu un danger pour la démocratie. Oui, il y a une vidéo de Tim Cook sur YouTube, d'ailleurs on la voit là à l'image, où effectivement il appelle à la prise de conscience générale contre le profilage. Apple n'est pas non plus exempte de tout traçage de ses clients absolument pas. Et utilisateurs. Absolument. Apple a une part de plus en plus importante de ses revenus. En fait, ce qu'il gêne, Tim Cook, c'est le modèle économique. C'est que lui, il fait du payant, les autres font du gratuit. Non, c'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, lui utilise les données de ses utilisateurs pour améliorer ses propres services. Ils n'ont pas besoin de revendre ou d'avoir accès à des tiers pour effectivement essayer de monétiser les données de leurs usagers. Parce qu'il a un modèle économique payant. Et parce qu'il essaye de passer
au travers d'Apple, comme étant une société hardware, ce qu'ils ne sont plus, puisque pour l'essentiel, maintenant, leur croissance vient aussi des services. Mais ils n'ont pas la même addiction à la donnée personnelle que ne l'ont Facebook ou Google, pour ne citer que. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent être passés pour vertueux, même si on le sait, Apple Music, Apple TV et quelques autres. Santé, wallet. Sont des services qui utilisent massivement les données de leurs usagers, sans forcément qu'ils aient besoin de les faire partir, entre guillemets, de leur écosystème. Fabienne Bia, quelle est votre analyse sur cette question? Est-ce que, au-delà d'essayer, nous, de rattraper un peu notre retard sur la régulation, est-ce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui d'endiguer ce phénomène? On a l'impression un peu qu'on a perdu la main sur ces réseaux sociaux. Alors moi j'aime bien retrouver l'usage parce que finalement ça part d'une action individuelle finalement et après des recherches sur les médias et le digital, j'indiquais après, on se rappelle de Social Dilemma, etc. et tous ces éléments-là, et que finalement, pour reprendre un petit peu les propos de Bernard, que notre psychologie inspirait la technologie pour mieux la manipuler, ce qui est un constat un petit peu inquiétant, mais effectivement, pardon, rappelez-moi la question Delphine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais je ne sais pas. Vous conseillez par exemple les grandes entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que les dirigeants décident à un moment de dire les réseaux sociaux ne sont pas fréquentables et on a aussi notre pouvoir d'action? C'est un peu ce que demande Tim Cook, hein. Prise de conscience générale. Vous ne pouvez pas me faire dire une chose pareille et vous ne pouvez pas me dire de utiliser les réseaux sociaux. Eh bien oui, je sais bien. Voilà, donc effectivement, moi, j'aime bien repartir à la notion de responsabilité. Voilà, le pouvoir quand même du citoyen et de l'utilisateur n'est pas négligeable. Absolument, et je trouve qu'il faut redonner un petit peu, oui, ce pouvoir-là, et puis cette connaissance-là du citoyen, et d'ailleurs c'est ce qu'on essaie de faire avancer avec le comité digital de la Caisse des dépôts, et notamment des formateurs sur le terrain, pour éviter cette rupture technologique et cette rupture de connaissance d'usage numérique, parce qu'effectivement ces espaces, ces réseaux sociaux sont des formes d'agora avec des rassemblements sociaux, mercantiles, politiques, etc. Et j'aimerais aussi indiquer que finalement chaque réseau social a par son fond et sa technologie et par sa forme des modes différents d'expression. Et j'en arrivais à une forme de conclusion, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux traditionnels, finalement, c'est l'écrit. Que ce soit le tweet, un petit peu moins sur LinkedIn, c'est moins polémique, ou c'est l'image qui sont des vecteurs de communication. Mais à mon sens, j'ai l'impression que l'écrit instaure, est prôné et favorise finalement la polémique beaucoup. Alors on peut parler de Clubhouse qui est assez récemment déployé et qui fonctionne, on verra bien dans sa pérennité, mais finalement c'est une autre version de cette agora parce que ça permet d'expérimenter l'usage de la voix. Et là je trouve qu'on ajoute une nouvelle donnée parce que la voix, il y a la vision, mais ça on peut transformer aussi un petit peu, mais la voix c'est vraiment un canal sensitif, s'il en est, qui permet d'apporter des informations supplémentaires, mais qui sont également liées à de l'émotion, à de la tonalité. Et je trouve que ça apporte un pouvoir supplémentaire et je me demande si justement, avec la voix, on pourrait sortir de ces aspects polémiques et agressifs, parce que finalement, la voix est aussi bien plus identifiable que l'écrit. Moi, je peux avoir quelqu'un qui tweet à ma place. En revanche, parler à ma place, c'est vraiment difficile. Et là, je ne sais pas, pour en revenir à votre précédent sujet, on peut faire des deepfakes de la voix. Malheureusement, déjà. Ouais. On peut déjà, mais c'est vrai que ce n'est pas encore très populaire. En tout cas, la technologie n'est pas simple à appréhender, alors que sur les deepfakes visuels, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, cette idée que peut-être par le vocal, on va changer les choses, parce que c'est aussi un défi algorithmique. On est aussi moins à l'aise aujourd'hui sur la reconnaissance vocale avec les algorithmes. Donc, parce qu'en fait, la question du modèle économique est centrale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, le modèle du gratuit fonctionne sur le profilage des utilisateurs, mais on ne peut pas interdire un modèle économique. On peut l'encadrer. On peut l'encadrer. Ce à quoi Tim Cook faisait appel, c'était une notion effectivement d'encadrement. Alors, il y a un encadrement politique, un encadrement, je dirais, social, mais peut-être faudra-t-il effectivement considérer que certains types de traitement de données, sachant qu'on parlait des data brokers tout à l'heure qui sont encadrés par ce nouveau texte de la Commission Data Governance Act, il faut rappeler quand même à nos auditeurs que des grands data brokers, Experian, Axiom, Oracle, peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de paramètres par individu et répercuter sur plusieurs centaines de millions d'individus potentiellement. Donc là-dessus,
faudra-t-il réduire la voilure? Ce que demande Bertelsmann, par exemple. Le patron de Bertelsmann disait récemment, nous sommes favorables à la publicité, disait-il, mais pas jusqu'à l'intrusion extrême dans chaque seconde de la vie privée d'une personne. Et donc, que ce micro-targeting, excusez-moi là encore l'anglicisme, ce micro-profilage puisse être remis en question à terme, je pense que c'est la tendance du moment. Mais c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec le règlement européen sur les données personnelles. Et finalement, l'effet un peu biaisé, je dirais, c'est que ça pénalise les petits acteurs. Parce que les gros, ils ont les moyens de se mettre aux normes. Alors, dans un premier temps, vous avez raison. C'est-à-dire que l'étape de compliance, en tout cas la mise à niveau, a été quelque chose de difficile. Mais qu'à terme, ça puisse rendre plus vertueux un écosystème, au point que, je le rappelle, à l'heure où nous parlons, 140 pays sont de près ou de loin inspirés du RGPD. Le dernier, le plus improbable d'entre eux, c'est la Chine, qui a créé cette année sa loi sur la régulation des données personnelles et qui s'est directement inspirée du RGPD. Donc là-dessus, je crois que et Tim Cook rappelait d'ailleurs dans son intervention que vous avez montrée tout à l'heure, Tim Cook rappelait qu'il souhaitait que le RGPD s'applique mondialement. Donc vous voyez, je dirais que quand vous disiez est-ce qu'on peut interdire les modèles économiques, non, on peut les faire évoluer pour les rendre moins attractifs, ce qui est en train d'être fait, et il faut remarquer que l'administration américaine là-dessus est en train de changer radicalement. Et avec effectivement des acteurs historiques de l'antitrust comme Tim Wu ou Lina Khan qui vient d'être nommé par la Maison-Blanche, par définition, le paysage est en train de changer et je pense que le laisser-faire par rapport à la gestion de ces données et au pouvoir absolu des plateformes est en train de marquer le pas pour être plutôt dans une logique de régulation. Et je pense qu'il ne s'agit pas de tuer ces acteurs, mais de faire évoluer ces acteurs vers un système qui sera moins toxique politiquement, démocratiquement, qu'ils ne l'ont été jusqu'alors. Parce que Mark Zuckerberg propose lui-même de modifier un peu les textes sur la régulation en exigeant davantage de contrôle sur la modération et la mise en place de moyens de modération. Mais bon, lui, il a les moyens, effectivement, d'avoir des équipes massives de modération. On va faire réagir Fabienne Billat, qui est avec nous depuis Lyon. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce surplus de régulation qui peut peut-être réussir à modifier les modèles économiques? Alors d'une part, je ne ferai pas confiance à Mark Zuckerberg pour faire sa propre régulation. Mais heureusement, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, c'est la régulation, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'encore plus avec le numérique, on est obligé d'avoir des usages pour identifier effectivement où ça va aller. Des usages aussi bien pour l'individu que pour ses acteurs privés. Et c'est difficile d'établir des règles en amont. Aujourd'hui, ces acteurs du numérique sont devenus aussi très structurants dans notre société. Finalement, c'est un petit peu notre place de marché et ça permet la voix, ça remplace aussi peut-être certains médias, ça remplace également la politique, ça remplace plusieurs choses, le café du commerce, etc. Et tout s'étale ici. Donc la régulation, évidemment, moi c'est effectivement la seule solution, me semble-t-il. Et en plus, on est sorti de cette utopie qu'on avait quand on a commencé à utiliser Internet, à se dire que finalement, ces réseaux sociaux pouvaient soutenir, le web pouvait soutenir la démocratie. Il y a quand même aussi, je le rappelle, des périodes qui ont été idylliques, finalement, au début avec les printemps arabes, avec la campagne électorale d'Obama, etc. Et puis aujourd'hui, on passe de ces périodes idylliques, mais finalement c'est comme dans toute relation, à une censure collective, une censure politique des big tech. Donc effectivement, il y a un apprentissage de l'usage, il y a déjà individuellement et un petit peu collectivement, et par ailleurs au niveau des gouvernements, un cadre législatif qui soit adaptable aussi, qui soit évolutif. Et quand on les voit comme ça, les patrons de Facebook, de Twitter et de Google se prêter au jeu des auditions devant le Congrès américain, c'est quoi? C'est une mascarade ou ça vous inspire quoi? Moi, je crois qu'on a appris des choses essentielles durant ces auditions. Moi, je me souviens de l'extraordinaire représentante de la Floride, Cathy Castor, qui avait interrogé Mark Zuckerberg sur le fait qu'il crée des profils fantômes de gens qui n'étaient même pas abonnés Facebook pour collecter de l'information, y compris de l'information médicale sur ces personnes. Et c'était une chose qui était peu connue. Certains spécialistes en parlaient en disant dès qu'il y a le bouton Facebook, on peut récupérer de l'information sur les gens, mais ce n'était pas complètement connu. Donc je pense que ça a été un peu comme l'affaire Snowden a été un révélateur sur les pratiques des services de renseignement et sur leurs liens avec les grandes plateformes, justement, à l'époque, avec Prism et quelques autres programmes.
Je pense que l'affaire Cambridge Analytica, puisque c'est de là Oui. qu'est venu effectivement ce flot d'auditions qui continue encore aujourd'hui, pour d'autres raisons et pour d'autres scandales potentiels, je pense effectivement que ce sont des révélateurs. Je dirais même mieux, ceux qui disent « Regardez, ça n'a pas changé ces plateformes », la preuve c'est qu'elles ne perdent pas véritablement d'abonnés. C'est vrai, parce qu'il y a un effet d'inertie. Il y a eu un soubresaut à un moment de personnes qui voulaient boycotter Facebook, ça n'a pas vraiment pris. Du fait du rapprochement avec WhatsApp, ce dont vous parliez tout à l'heure. Mais de facto, aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui se rendent compte qu'il y a un risque sur la pérennité. Les derniers à en avoir parlé, c'est assez étrange. C'est Palantir, vous savez, la société sulfureuse créée par les fonds de la CIA. Sur le big data. Qui travaille avec les renseignements français. Absolument, à mon grand regret, pour tout vous dire. Pour traiter les masses de données et d'informations sur le terrorisme. Collectées. Ouais. Mais de fait, cette société, quand elle a rempli ses documents pour l'introduction en bourse, pour l'IPO, a eu l'occasion de dire les modifications du cadre de régulation des données personnelles pourraient remettre en cause, y compris le business model fondamental de Palantir. Donc, quelque part, ils avertissaient leurs investisseurs sur les risques à venir dans ces domaines. Je crois globalement qu'on est dans une période charnière, dans une période de bascule, où le tout laisser faire, ce que disait très bien l'excellent Charles Michel, le président du Conseil européen, qui disait entre l'autoritarisme chinois, du crédit social, du contrôle systématisé des individus, et le business avant tout des Américains qui a laissé faire ces dérives, il y a une voie pour l'Europe de créer ses propres technologies éthiques qui pourraient devenir une norme internationale. Comme on a exporté notre RGPD, on pourrait exporter quelque part d'autres technologies, des technologies plus éthiques. Vous revenez à la souveraineté, évidemment. Absolument. Merci beaucoup. Fabienne Billat, conseil en communication et stratégie numérique, experte à l'Institut Sapiens, et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Merci vraiment à tous les deux pour ces éclairages. Juste après la pause, on va parler d'une info très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle open source. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Delphine. Donc il y a une actualité que tu as beaucoup appréciée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Oui, c'est la sortie d'un logiciel qui s'appelle Euletheria. Donc en grec ancien, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la Statue de la Liberté. Et c'est la première fois qu'on a un logiciel libre capable d'offrir une alternative à un moteur d'intelligence artificielle au nom un peu curieux de GPT-3. Qu'est-ce que c'est GPT-3 ? En fait, c'est un logiciel qui sert à générer des textes. Parce qu'en fait, en intelligence artificielle, traduire des textes ou comprendre des textes, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis les années 90. Mais synthétiser un texte avec les émotions d'un être humain, c'est quelque chose dont on pensait qu'on n'y arriverait peut-être jamais. Et alors le mieux pour comprendre, c'est de voir une démonstration. Oui. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans un logiciel qui s'appelle headlineme.com une espèce de page de publicité autour du monde du libre. Donc j'ai écrit « Le monde du libre est une chronique » de Jean-Paul Smets dans l'émission de Delphine Sabatier sur Bismart TV qui s'intéresse au logiciel libre et open source. Et j'ai cliqué sur le bouton « Génère-moi des slogans ». Et il m'a généré plusieurs slogans, du logiciel libre à l'open source. Jean-Paul Smets t'emmène en voyage dans le monde des biens communs numériques. C'est assez original. Fait partie du mouvement libre et open source. Et le monde des logiciels libres et open source. Et donc, c'est absolument pas moi, c'est GPT-3. C'est génial. Et c'est pas un deepfake et c'est pas un poisson d'avril. Non, ça marche vraiment. Et donc, ça vient d'une société aux États-Unis qui s'appelle OpenAI, qui en fait a été conçu cette société pour promouvoir et développer une intelligence artificielle à visage humain. En tout cas, c'est ce qui était le plan au départ, quand Elon Musk et Peter Thiel, deux anciens de PayPal, ont créé OpenAI. Depuis, 300 startups ont développé des applications avec GPT-3, qui vont donc de la génération de documents marketing jusqu'à la création automatique de jeux d'aventure en ligne avec Dungeon AI. Et puis la fondation est devenue une entreprise. Elon Musk a démissionné. Ce qui devait être open est devenu pas open du tout. Et ça a commencé à créer un petit peu mauvaise réputation autour d'OpenAI. Et c'est là qu'arrive Euletheria. Et une fois de plus, un homme seul, Connor Leahy, a, tel David contre Goliath, sorti la version libre de OpenAI avec Euletheria, un peu comme Linus Torvalds contre Microsoft il y a quelques années, ou comme Fabrice Bellard contre VMware. Et donc hier, j'ai voulu en savoir plus. J'ai appelé Connor. Ah ben alors c'est super. Alors qui est Connor, notre héros du jour ? Alors, c'est quelqu'un qui a 26 ans, qui est né aux États-Unis, mais qui est
de père américain et de mère allemande qui habitent en Allemagne. Là, on voit en conversation hier soir. Ah, oui, longue conversation oui, entre développeurs, et donc d'ailleurs avec un logiciel libre. Et donc il est allé à l'Université technologique de Munich, a quitté sa licence 3 mois avant la fin, et donc il y a à peu près 3 mois, parce qu'il trouvait que ça allait pas assez vite, et il a préféré partir travailler dans une start-up allemande qui s'appelle Aleph Alpha, dont il est employé aujourd'hui. Et alors, quel est le lien entre Aleph Alpha et Eletheria, je vais y arriver, et Connor? Donc, Aleph Alpha lui laisse le temps de faire ce qu'il veut dans la start-up pour améliorer Eletheria. Et par ailleurs, il doit travailler en tant que chercheur en machine learning ou apprentissage sur des modèles supervisés de très grande taille, sur des algorithmes de type GPT-3. Aleph Alpha, c'est en fait une entreprise allemande qui a l'objectif de devenir le OpenAI pour l'Europe. D'accord. Et Aleph Alpha est spécialisé dans quoi? Ils font des véhicules autonomes? Moi, je pensais qu'ils allaient faire des véhicules autonomes oui. pour l'industrie allemande. Alors, il paraît que c'est peut-être envisagé un jour, mais pour l'instant, ils travaillent pour le gouvernement allemand. Ils font de l'analyse textuelle massive. Donc là, on voit tout l'intérêt des marchés publics pour accélérer les entreprises en Europe. Et donc, dans le cas de Connor, en fait, il fabrique des modèles GPT-3 ou de type GPT-3 de très grande taille. Alors, qu'est-ce qui a poussé Connor à créer Eletheria et comment c'est arrivé? En fait, c'est la promesse du open qui n'était pas open à la fin, le fait que ce soit pas libre, qu'on puisse pas étudier comment ça marche. Lui a trouvé que c'était dommage. Il a créé le logiciel, le projet en juillet dernier. Il y a une centaine de personnes qui sont venues l'aider par groupe de 10 et par sous-projet et qui discutent, partagent des infos sur les articles scientifiques. Voilà. Et puis, quand ils ont eu un peu de temps de calcul chez Google, ils ont créé le premier modèle. Puis une société est venue les voir qui s'appelle Codeweaver, leur a fourni des GPU pour remplacer les TPU de Google. Et ils viennent de sortir leur premier modèle de type GPT-3 avec 2 milliards de paramètres. Ils sont déjà prêts pour sortir le prochain avec 20 milliards, puis le suivant avec 200 milliards. À titre de comparaison, OpenAI, c'est 175 milliards de paramètres. Le nombre de paramètres, c'est grosso modo la taille de la matrice. La matrice, donc, à 200 milliards par 200 milliards. Alors, quand on parle d'IA, c'est vrai qu'on parle aussi de jeux de données. Il faut en avoir énormément. Donc, où est-ce qu'ils se les procurent? Eh bien, là, collaboration avec Cornell. Et ils ont créé un corpus documentaire structuré qui s'appelle The Pile. Okay. 850 gigas de texte pour alimenter leur modèle. Et on voit là encore tout l'intérêt de l'open data. En France, on a le Trésor de la langue française qui a été commencé en 1994. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait un corpus documentaire structuré de la taille de The Pile. Donc si on veut... C'est un travail extraordinaire. Ouais. Pardon, oui, et continue. Non, voilà. Et donc ce que je pense, c'est que ça montre tout l'intérêt d'avoir de l'open data issu de la recherche en France, si on veut un jour que Eletheria fonctionne en langue française. Parce que bien sûr, aujourd'hui, il ne marche qu'en anglais, puisqu'il n'y a qu'un corpus documentaire anglais. Et on peut utiliser, cet outil facilement? Oui, bien sûr. En fait, quand on est développeur. Mais comme ça vient de sortir, personne ne l'utilise encore. C'est sorti il y a une semaine. Mais... Et ce sera commercialisé à terme, c'est la vocation? Non, en fait, pour lui, c'est un projet de recherche qu'il veut continuer comme un projet communautaire de recherche, avec plutôt une idée de financement similaire à ce qui existe pour Scikit-learn, le logiciel français d'intelligence artificielle de l'INRIA, qui est le numéro 1 dans le monde. Et donc, c'est un modèle de financement quoi? De crowdfunding? Non, de fondation. De fondation. Voilà, on peut imaginer que Stellantis, Renault, BMW, le gouvernement français, allemand mettent au pot de la fondation, comme aujourd'hui de nombreuses sociétés mettent au pot de la fondation de l'INRIA pour Scikit-learn. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour cette actualité majeure dans l'IA open source. Ça y est, ça démarre. Et c'est hautement important vu les enjeux qui tournent autour de l'utilisation des données. À suivre, c'est l'innovation du jour. On part du côté de la science avec une technologie qui va nous permettre d'entendre les muscles en action. À quoi ressemblera demain? Chaque jour, Cécilia Sévry nous en livre un aperçu avec l'une de ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, je vais dire qu'on sort les gros muscles. Oui, vous pouvez dire qu'on sort les gros muscles. En fait, on va parler ergonomie. Vous savez, c'est une pratique scientifique qui étudie les conditions physiques
de travail et puis les relations entre l'homme et la machine au travail. Alors c'est souvent une pratique qu'on utilise dans les bureaux, en entreprise. Nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le secteur industriel. Quoi qu'il en soit, dans cette pratique de l'ergonomie, eh bien, il n'y a pas de données scientifiques pour appuyer tout ça. Donc une entreprise française, Moten Technologies, a décidé de créer une solution, une innovation qui va permettre de mesurer et d'évaluer précisément l'attention dans les muscles des salariés, des ouvriers, des collaborateurs, des personnes qui vont travailler dans l'entreprise. Alors justement, quel type de travailleurs on adresse là ? Alors, toutes les personnes qui utilisent leur corps de façon intense. L'idée, c'est d'évaluer la sollicitation du corps d'une personne dans telle ou telle situation pour garantir une meilleure santé physique et une meilleure productivité. Donc, il y a les salariés de l'industrie, dans les chaînes de production, par exemple, ou alors les salariés dans le BTP, les travailleurs dans le BTP. Concrètement, il s'agit, par exemple, de repérer les tensions dans les bras d'un ouvrier pendant qu'il va utiliser un marteau-piqueur, ou alors de surveiller le comportement de la colonne vertébrale d'un autre employé lors du déchargement d'un camion. Enfin, un autre exemple plus technologique, diagnostiquer les performances d'un exosquelette sur une ligne de production. Ah oui, pourquoi pas. Et alors, comment ça marche ? Alors, l'entreprise a créé des capteurs pour ça, qui vont être placés sur les muscles, précisément au niveau stratégique, là où la personne va recevoir un stress physique. Donc, on va en placer comme ça 6 ou 8, surtout sur toute la zone à repérer, pour créer une véritable cartographie du corps de l'employé. Une partition presque, parce qu'en fait, il faut imaginer chaque muscle comme une corde de guitare. Et en fait, à chaque fois que le muscle est sollicité, il émet une vibration de la même façon que la corde de guitare. Donc, il y a des capteurs. À l'intérieur des capteurs, il y a un outil qui va capter ces vibrations. C'est un accéléromètre. C'est une techno qui est assez courante, qu'on trouve partout, par exemple dans les téléphones portables. Mais ici, l'entreprise, de façon secrète, je ne pourrais pas vous donner les détails, mais elle a retravaillé cet accéléromètre pour qu'il capte précisément ces vibrations qui sont naturelles, qui ne sont pas mécaniques, puisqu'elles résonnent à l'intérieur d'un corps humain. Et ça, c'est important. Donc, toutes ces données de vibration, une fois enregistrées, elles sont traitées par des algorithmes et elles sont converties en informations pertinentes. Et alors, elles sont traitées en temps réel pendant que la personne est en action ? Pendant que la personne est en action, mais pas en temps réel. On va y revenir tout à l'heure, ce sera la prochaine étape. Sur la base de ces données, l'ergonome, il va pouvoir proposer des solutions. C'est ça qui est très important. Il y a un ergonome sur place qui va étudier tout ça, étudier ces données. C'est le but, de lui apporter de la donnée scientifique. Et donc, il va pouvoir apporter des solutions. Par exemple, s'il y a un robot dans une chaîne de production, on va pouvoir le déplacer. L'exosquelette, s'il est trop lourd, on va pouvoir changer comme ça tous les outils, les méthodes et les usages des salariés. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis en ce 1er avril avec toutes ces deepfakes. Soyez bien vigilants et suivez l'émission. À suivre aussi le lab dans lequel vous retrouverez les entreprises du numérique qui vont pitcher. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech et une grande interview.